Blazing Saddles n'a pas suivi les règles. Il les a fait exploser en miettes. Des bagarres ont éclaté. Des répliques ont été censurées. Et la star, elle a changé en pleine scène. Voici 20 faits étranges sur Blazing Saddles. Et le bonus, disons simplement que même le Duke a dit non. Ansel, cette chevauchée va être rude, rapide. Numéro 1. Le premier jour de tournage, tout s'est effondré. Le rôle du Waco Kid n'était pas censé revenir à Gene Wilder. Il avait été attribué à l'origine à Jig Yoon, un acteur oscarisé au visage sérieux et au pédigré hollywoodien. Il avait l'allure du personnage, le studio lui faisait confiance. Mais dès l'instant où il est entré dans la cellule de prison pour sa première scène, quelque chose clochait. Ses mains tremblaient, sa voix se brisait sans cesse. Et puis, au milieu d'une prise, il s'est effondré. Au début, tout le monde a cru que c'était une improvisation. Mais ce n'était pas du jeu, c'était du sevrage. Young traversait un sévère sevrage alcoolique. Et en quelques heures, il a été complètement retiré de la production. Mel Brooks n'a pas paniqué. Il a quitté le plateau, a pris le téléphone et a appelé la seule personne en qui il avait une confiance absolue, Gene Wilder. Pas de réunion, pas d'audition, juste une demande discrète et personnelle. Peux-tu prendre un avion demain? Wilder n'a pas demandé le scénario, n'a pas posé de questions sur le rôle. Il a simplement dit oui. Le lendemain matin, il se tenait sur le plateau, fatigué, victime du décalage horaire et totalement non préparé. Mais quand les caméras ont tourné, il était le Waco Kid, et plus personne n'a jamais remis cela en question. Numéro 2. Avant que les caméras ne tournent, Richard Pryor façonnait déjà l'âme de Blazing Saddles. Mel Brooks l'avait fait venir pour aider à écrire le scénario, et Pryor y allait à fond. Il n'adoucissait rien. Ses blagues avaient du poids, et il donnait au film quelque chose qu'il n'avait pas encore, un vrai danger. Brooks ne voulait pas seulement ses mots, il voulait Pryor dans le rôle principal. Parce que Pryor ne faisait pas seulement rire les gens, il les mettait mal à l'aise, et puis il les faisait rire quand même. Mais le studio ne le voyait pas comme ça. Il ne voyait pas un génie avec quelque chose à dire. Il voyait un homme avec des bagages, un homme qui faisait les gros titres pour toutes les mauvaises raisons. Et ils ont eu peur, alors ils l'ont écarté avant même qu'il ne s'en approche. Le rôle est revenu à Cleavon Little, qui l'a écrasé. Fluide, incisif et inoubliable. Mais le rythme, la morsure derrière les rires, c'était encore Pryor. Il n'a pas porté l'insigne, il n'a pas monté le cheval, mais le film tournait sur sa voix du début à la fin. Numéro 3. La première fois que les cadres du studio ont vu Blazing Saddles, ils ont été horrifiés. Pas parce que les blagues ne fonctionnaient pas, mais parce qu'ils ne pouvaient pas croire ce qu'ils voyaient. La satire raciale, les blagues sur l'épée, les armes à feu, les insultes, le coup de poing au cheval. Ils pensaient que c'était un suicide. Les cadres de Warner Bros sont restés figés, les lèvres serrées, les bras croisés, regardant le générique défiler. Tuer le film, discrètement, le ranger dans un coffre-fort, faire comme s'il n'avait jamais existé. C'était le plan, mais Mel Brooks n'a pas bronché. Il s'est battu pour une projection test, une seule, devant un vrai public, sans coupe. La soirée est arrivée, et pendant les 20 premières minutes, silence de mort. Et puis est venu le son qui a sauvé le film. Numéro 4. C'était une scène simple. 20 minutes, silence de mort. Et puis vend le son qui sauva le film. Numéro 4. C'était une scène simple. Un groupe de cow-boys réunis autour d'un feu de camp, en train de manger des haricots. Puis, l'un d'eux lâche un pet, bruyant, humide et absolument sans filtre. Puis un autre, et un autre. En quelques secondes, la salle explosa. Le rire rebondissait contre les murs. Les gens pleuraient, se tapaient sur les cuisses. C'était la première blague de pet mainstream du cinéma mondial, et elle brisa le sortilège. Le rire ne s'arrêta pas. Il s'amplifia, scène après scène, jusqu'à ce que la foule roule par terre. Un effet sonore ridicule donna à l'audience la permission de rire, et Blazing Saddles passa d'un film que le studio voulait enterrer à une comédie qu'il ne pouvait soudain plus ignorer. Numéro 5. Quand Mel Brooks a appelé Gene Wilder, ce n'était pas seulement une faveur, c'était une mission de sauvetage. Wilder n'avait pas besoin d'être convaincu, mais il avait une seule exigence. Si je fais ça, je ne le joue pas pour les rires, je le joue sérieusement. Mel n'a même pas hésité. Ce choix, de jouer le Waco Kid avec en calme, une dignité ivre au lieu de la comédie burlesque, est devenu l'arme secrète de tout le film. Pendant que le reste de la distribution se jetait dans le chaos, Wilder y flottait comme un fantôme armé d'un revolver. Sa diction était calme, sèche, presque jusqu'à Sia.
Et ce contraste, il rendait chaque réplique plus acérée. Le Waco Kid n'était pas seulement drôle, il était tragique. Un tireur d'élite brisé se cachant dans une cellule de prison, livrant certaines des répliques les plus drôles du film sans esquisser un sourire. Wilder ne faisait pas de grimaces pour la caméra. Il murmurait simplement la vérité et laissait la folie tourbillonner autour de lui. Numéro 6. Bien avant que le film n'arrive dans les salles, il a dû survivre aux censeurs, et ceux-ci ne riaient pas. Ils ont signalé des pages entières. Insultes raciales, blagues sexuelles, moqueries religieuses, gags nazis, tout trop risqué pour un public des années 1970. Un censeur aurait reportedly dit « Si vous diffusez cette version, vous ne travaillerez plus jamais ». Brooks n'a pas scié. Il s'est battu pour chaque ligne, chaque insulte, chaque moment insensé qui a poussé le film au-delà du sûr et directement dans l'historique. Même la réplique iconique « Up yours » au tout début a été débattue pendant des jours. Mais l'argument de Mel n'a jamais changé. Si vous enlevez le tranchant, vous enlevez le sens. Et donc il a refusé d'émousser la lame. Blazing Saddles n'était pas seulement destiné à faire rire les gens. Il était destiné à frapper là où ça fait mal. Numéro 7. Il a marqué l'histoire en tant que l'un des premiers rôles principaux noirs dans une grande comédie hollywoodienne. Mais Cleavon Little a payé un prix que le studio n'a jamais vu. Pendant le tournage, il a reçu des courriers haineux, des lettres contenant des insultes, des menaces, des avertissements. Certains fans ne pouvaient pas séparer la satire de la réalité, et ils ont dirigé leur ignorance droit sur lui. Brooks a déclaré, plus tard, que Cleavon a tout géré avec grâce, ne laissant jamais la douleur transparaître sur le plateau. Il a délivré chaque réplique avec un contrôle froid, égalant Wilder coup pour coup, sans jamais broncher. Mais hors caméra, cela faisait mal. Blazing Saddles était censé se moquer du racisme. Au lieu de cela, il a forcé son étoile à l'affronter de front. Et le fait que Cleavon ait fait en sorte que tout semble effortless, c'était sa propre forme de bravoure. Numéro 8. Ça ressemblait à un dessin animé. Un cow-boy s'approche d'un cheval et le frappe d'un coup de poing. Mais il n'y avait pas de tir truqué, pas de montage astucieux. C'était un vrai coup de poing. Un vrai cheval, capturé par la caméra. La cascade était chorégraphiée avec soin. En quelque sorte, un cheval dressé, un angle contrôlé, un cascadeur avec un vrai point. Un seul swing et le cheval s'effondra. Prise parfaite, dès la première tentative. Aujourd'hui, cela ne se produirait jamais, mais à l'époque, ils n'ont pas scié. Brooks a dit que le moment était si scandaleux qu'il ressemblait à un défi. Voyons si nous pouvons vraiment nous en tirer à bon compte. Et d'une manière ou d'une autre, ils l'ont fait. C'est l'une des gags les plus discutées de l'histoire du cinéma. Parce que lorsque Mongo a assommé ce cheval, le public a réalisé que rien n'était hors limite. Mongo aime les bonbons. Numéro 9. Hedley Lamar n'était pas seulement un personnage, il était une revanche. Mel Brooks a modelé le vilain pompeux et assoiffé de pouvoir d'après un véritable cadre hollywoodien de la vie réelle. Un de ceux qui parlait gros, faisait peu et prenait constamment le crédit pour le travail des autres. Il n'a jamais dit quel cadre c'était, mais ceux qui avaient travaillé avec lui, ils savaient. Harvey Korman s'est investi dans la parodie. Les regards suffisants, l'intellect factice, la pure vanité. Il a joué Lamar comme un homme qui se prenait pour un génie, mais qui ne se rappelait même pas les noms de ses propres sbires. Le résultat, un vilain si ridicule que l'on oublie presque à quel point il était réel en fait. Et quand il criait « C'est Hedley », on pouvait presque entendre tous les producteurs hollywoodiens que Mel Brooks avait jamais détestés crier à l'unisson. « Regarde Herman, je suis dans les chaussures d'Eddie Lamar, Hedley !» Numéro 10. Slim Pickens avait tourné dans des dizaines de westerns. Il était l'authentique. Bottes de cow-boy, accent traînant de tabac, rudesse de rodéo. Alors quand on lui a confié un rôle dans Blazing Saddles, il s'est présenté prêt à faire ce qu'il faisait toujours, jouer sérieusement. Personne ne lui avait dit que c'était une parodie. Brooks l'a laissé croire qu'il était dans un western sérieux, parce que cette livraison impassible, c'était ça la blague. Pickens a traversé le scénario avec une sincérité totale, réagissant à chaque paix, chaque bagarre et chaque scène remplie de chaos, comme s'il s'agissait d'un véritable drame de la frontière. Et c'est pour ça que ça a marché. Il n'a jamais fait de clin d'œil, jamais bronché. Il a ancré la folie en la traitant comme une vérité sacrée. Dans un film rempli d'absurdités, Slim Pickens était l'homme qui gardait l'honnêteté, même s'il n'avait aucune idée du genre de film dans lequel il jouait. Bon sang, quelle chance!
Nom d'un chien, on a failli perdre une charrette à bras de 400 $. Plutôt dingue jusqu'ici, hein? Si vous appréciez cette folie, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner pour ne pas rater la suite. Parce que dans 1 minute, on passe aux explosions, à un numéro de danse qui n'avait aucun sens, et à une scène si confuse que même le patron du studio a dû demander ce qui venait de se passer. Croyez-moi, ça devient encore plus ridicule à partir de... Numéro 11. Dans l'une des séquences d'action les plus folles du film, une charge de dynamite projette en l'air une fausse cabine de péage. À l'écran, cela ressemble à un slapstick classique, mais en coulisses, cela a frôlé la catastrophe. L'explosion était censée être déclenchée après que les acteurs aient quitté la zone de déflagration, mais le jour du tournage, quelque chose a mal tourné. La charge a explosé prématurément. Un raté a envoyé des débris voler dans tous les sens. À peine quelques secondes après que l'équipe quittait le cadre, tout le monde s'est figé. Personne n'a été blessé, mais c'était proche, trop proche. Après cela, Brooks aurait interdit à tout le personnel non essentiel de se tenir n'importe où près du plateau pendant les scènes explosives. Et pourtant, il a conservé la prise. Parce que dans Blazing Saddles, même une quasi-mort pouvait être jouée pour faire rire. Numéro 12. Le film se termine dans une anarchie totale. Les acteurs brisant le 4e mur, les bagarres débordant sur d'autres plateaux, et soudain, un numéro musical à part entière. Dom DeLuise apparaît de nulle part, menant une ligne de danseurs dans une fonte chaotique de lignes de chœur. C'est absurde, c'est hilarant, et cela a failli ne jamais arriver. Les cadres étaient confus, ils l'ont qualifié de trop insensé, une perte de temps, et complètement déconnecté de l'histoire. Brooks n'a pas discuté, il l'a simplement filmé quand même. DeLuise a improvisé la plupart de ses répliques sur le plateau. Les danseurs ont à peine répété. Tout le numéro a été assemblé au montage. Et d'une manière ou d'une autre, il est devenu le climax parfait d'un film qui refusait de suivre n'importe quelle règle. Dans un film qui frappe des chevaux et brise le 4e mur, pourquoi ne pas y ajouter une fonte de claquettes? Numéro 13. Lorsque Mel Brooks a projeté le montage final, un cadre de studio a regardé l'ensemble du film en silence. Après que les lumières se sont rallumées, il n'avait qu'une seule question. Pourquoi ont-ils quitté le film? Brooks l'a fixé du regard. Parce que c'est fini, a-t-il dit. La fin de Blazing Saddles, où les personnages s'éloignent littéralement vers un autre plateau de tournage, puis s'en vont en limousine, n'était pas seulement une blague, c'était une déclaration. Brooks voulait tout briser, le genre, l'histoire, voire l'écran lui-même. Mais tout le monde n'était pas prêt. Le cadre n'a pas compris. Les public tests l'ont adoré. Et Mel, il ne l'a plus jamais expliqué. Parce que si vous demandez pourquoi les personnages quittent le film, vous n'étiez probablement pas prêt pour Blazing Saddles dès le départ. Numéro 14. Il était le réalisateur, le scénariste, le fou furieux qui tirait toutes les ficelles derrière la caméra. Mais Mel Brooks n'en avait pas fini. Il s'est également lancé dans 3 rôles différents à l'écran. Parce que, pourquoi pas? Le gouverneur William J. Lepetoman, un chef indien parlant yiddish, et le réalisateur exagérément excessif dans le film de l'acte final. La partie folle, il répétait à peine. Il arrivait, enfilait un costume, griffonnait quelques lignes sur le plateau, et tournait. Chaque personnage ressemblait à un rêve fiévreux, et c'était précisément le but. Brooks a déclaré que jouer plusieurs rôles lui permettait de se moquer de tous les recoins du système, des politiciens incompétents à Hollywood elle-même en ruine. Et il a prouvé qu'il ne fallait pas de méthode d'acteur ou des mois de préparation pour faire rire les gens. Juste du cran, du chaos et une volonté de porter une coiffe tout en criant en faux yiddish. Numéro 15. Blazing Saddles fut un succès retentissant au box-office, un séisme culturel et l'un des films les plus discutés de la décennie. Ainsi, lorsque la saison des récompenses arriva, les gens supposaient qu'il était assuré de remporter des prix. Meilleure actrice dans un second rôle, meilleur montage, meilleure chanson originale. 3 nominations, 0 victoire. L'Académie n'était pas prête. Les critiques l'adoraient, les spectateurs le vénéraient, mais les initiés d'Hollywood, trop mal à l'aise. La satire était trop acérée, le langage trop cru, l'ensemble trop dangereux pour être célébré publiquement. Mel Brooks plaisanta plus tard. Ils ne nous ont pas donné d'Oscar, mais ils nous ont donné quelque chose de mieux, des rediffusions répétées. Et peut-être avait-il raison. Parce que la statuette aurait peut-être fait belle figure sur une étagère, mais les rires, ils résonnent encore 50 ans plus tard. Numéro 16. Après le succès massif du film, le studio a vu des signes de dollars. Alors ils ont fait ce que les studios font de mieux. Ils ont essayé de transformer La Foudre en sitcom.
Cela s'appelait Black Bart, une version nettoyée, censurée, avec rire préenregistré de Blazing Saddles pour la télévision en réseau. Les mêmes personnages, le même cadre, sans tranchant, sans âme, sans blague qui faisait mouche. Le studio a enterré le pilote, mais l'a ensuite ressuscité, non pas pour le diffuser, mais pour maintenir les droits du film. Ils ont tourné une poignée d'épisodes, ne les ont jamais diffusés, et ont rangé le tout comme s'ils n'avaient jamais existé. Même Brooks a refusé de le reconnaître. Dans l'univers de Blazing Saddles, une version sitcom était la blague la plus cruelle de toutes, parce que certaines histoires ne sont pas faites pour être adoucies. Elles sont faites pour frapper fort ou pas du tout. Numéro 17. Avant même que le scénario ne soit terminé, les cadres du studio avaient un problème avec le nom. Blazing Saddles, disait-il, sonnait comme un film pour adultes des années 1970, trop suggestif, trop risqué, trop bizarre. Ils ont poussé Mel Brooks à le changer, en proposant des alternatives plus sûres, comme Tex-Ex ou Black Bart Rides Again. La réponse de Mel, du rire et un nom ferme. Il leur a dit que le titre est la blague. Il est ridicule, il est audacieux, et il donne le ton avant même que la première image ne défile. Ils ont reculé. Et le résultat? L'un des titres de films les plus inoubliables de tous les temps. Parce que parfois, le nom qui fait transpirer les cadres est celui que le public se souvient pour toujours. Numéro 18. Brooks l'a dit plus d'une fois, et avec un visage impassible. Je ne pourrais pas faire Blazing Saddles aujourd'hui. Pas avec ce scénario, pas avec ces blagues, pas avec cette fin. Le climat politique a changé, les publics ont changé, et les studios, ils n'y toucheraient pas. Mais Brooks n'est pas amer. Il dit que le film était un produit de son époque, et qu'il devait l'être. Tout son but était de percer l'hypocrisie et le racisme avec un marteau-piqueur, d'offenser tout le monde, afin que personne ne puisse se cacher derrière un silence poli. Ce genre de comédie, elle marche sur le fil du rasoir, et une fois qu'on l'a parcourue, on ne la parcourt plus. Selon les mots de Mel, Blazing Saddles a accompli l'impossible une fois. Numéro 19. Certaines scènes ont été tournées encore et encore, non pas à cause de problèmes techniques, mais parce que l'équipe ne pouvait pas arrêter de rire. Pendant le feu de camp, pendant les monologues de Slim Pickens, pendant chaque caméo de Mel Brooks, les opérateurs caméra ont ruiné des prises, les perchmans ont fait tomber leurs perches dans le cadre. Même l'assistant réalisateur a dû être retiré du plateau parce que son rire continuait à se glisser dans l'audio. Clevon Little et Jen Wilder ont gardé leur sang-froid, mais derrière la caméra, c'était le chaos total. Ça a empiré au point que Brooks a dû crier entre les prises « Arrêtez de savourer le film, on est encore en train de le faire !» Et pourtant, cette joie est restée incrustée dans chaque image. On peut la ressentir, parce que Blazing Saddles n'était pas seulement drôle à regarder, il était impossible d'y survivre. Numéro 20. Mel Brooks voulait que tout le monde soit dans le coup de la blague, même le Duke. Il a proposé à John Wayne un caméo en jouant son propre rôle dans le final chaotique du film. Wayne a pris le script, en a lu une seule page, puis est entré dans le bureau de Mel. « J'adore ça », a-t-il dit, « mais je ne peux pas le faire. Mes fans ne me le pardonneraient jamais. » Puis il a ajouté quelque chose qui est resté gravé. « Mais je serai le premier dans la file pour le voir. » Il ne plaisantait pas. Wayne s'est présenté à la soirée d'ouverture. Il n'apparaissait pas dans le film, mais le roi des westerns a donné sa bénédiction à celui qui démolissait tout le genre, et cela pourrait bien être l'approbation la plus grande de toutes. Fait bonus. Sur un plateau de tournage rempli de chaos, d'explosions et d'ego, devinez qui a reçu le meilleur traitement. L'un des chevaux. Pendant le tournage, l'un des chevaux de cascade principaux avait sa propre caravane, équipée de remboursages, de ventilateurs de refroidissement et d'un soigneur personnel. Pendant ce temps, certains acteurs se changeaient derrière des rideaux ou s'entassaient dans des loges partagées. John Wilder a plaisanté en disant que le cheval avait de meilleures conditions que lui. Mel Brooks a déclaré plus tard « Ce cheval était une star et il le savait ». L'animal touchait ses marques, suivait les directives et, contrairement à la plupart des acteurs, ne sortait jamais de son personnage. Dans un film qui brisait toutes les conventions d'Hollywood, il est peut-être normal que la meilleure performance vienne d'un cheval dans une suite de luxe. Blazing Saddles n'a pas seulement franchi la ligne, il en a tracé une nouvelle, puis a dansé dessus. Il a grillé le racisme, moqué le pouvoir et l'a fait avec un clin d'œil, un claquement de fouet et un cheval qui se fait frapper au visage. Pas de filtre, pas d'excuses, juste de la comédie avec du cran. Donc, si vous avez aimé plonger dans cette folie, cliquez sur like, abonnez-vous en masse et dites-nous dans les commentaires quel fait vous a fait rire, halter ou rembobiner. Parce que dans un monde de copieurs,
Un seul film a regardé Hollywood dans les yeux et l'a fait exploser